Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le jeudi 13 décembre 2018 et ce matin, enfin plutôt hier soir, nous avons Theresa May qui a finalement remporté le vote de défiance avec près de 2 tiers des députés conservateurs qui ont soutenu la première ministre qui était globalement inattendue en début de journée. Au gré des informations, on a eu la Libre sterling qui a beaucoup fluctué mais qui a terminé en nette hausse plus 1,6% face au dollar hier, tout au long de la journée. Donc on a eu davantage et davantage de soutien qui a été apporté, qui a été donné à la première ministre, cette première ministre donc Theresa May, qui va se rendre à Bruxelles aujourd'hui au Conseil européen pour notamment discuter négocier plutôt, tenter de négocier des nouvelles conditions de sortie de l'Union européenne. Alors on a Donald Tusk qui ce matin a déjà indiqué que il n'y aura pas de renégociation, mais il estime que ça va plutôt être un exercice de communication, clarifier peut-être les choses sur le backstop, afin de faire passer un petit peu, faire valider, aider Theresa May à faire valider par le Parlement britannique ce projet. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui le focus du jour ce sera bien évidemment la BCE et le Conseil européen. La BCE, comme vous le savez bien, ça sera le dernier rendez-vous de l'année. On devrait avoir le fin du Q à la fin du mois, fin du quantitative easing. Donc voilà, ça va être une comment dire, une réunion particulièrement importante. Le ton de Draghi sera scruté et voilà. Et de toute façon, comme vous savez, il y aura un webinaire spécial BCE que j'aurai le plaisir de faire, d'organiser. Il commencera, il me semble, à 14h15. Voilà, 14h15 heure française. Alors, sans plus attendre, on va débuter par l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG, fournissement de services d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bon, au niveau du briefing d'actualité, c'est très light. On a Donald Trump qui a déclaré dans un entretien à Reuters que Pékin avait commencé à acheter des grandes quantités de soja américain depuis la trêve commerciale décidée le 1er décembre. Alors, d'après 2 fournisseurs américains, la Chine aurait acheté déjà pour 180 millions de dollars de soja en l'espace de 12 jours. Voilà. Concernant le Brexit, donc comme je vous l'ai dit, on a Theresa May qui a survécu à cette motion de défiance avec près de 2 tiers de soutien. Theresa, il y aura pas au Royaume-Uni, donc le fonctionnement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles motions de défiance contre Theresa May pendant cette prochaine année, pendant ces 12 prochains mois. Voilà. Et donc Theresa May va tenter d'obtenir jeudi à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord du Brexit. Au niveau de l'Italie, on a eu également une bonne nouvelle, ce qui a permis l'euro de progresser. On a le gouvernement italien qui a proposé à Bruxelles de ramener son déficit public à 2,04% du PIB en 2019 au lieu de 2,4%. Est-ce que Bruxelles va accepter? Réponse dans quelques jours. Au niveau du pétrole, nous avons les stocks américains qui ont baissé de 1,2 million de barils la semaine dernière, alors que le consensus attendait en moyenne une réduction de 3 millions de barils, ce qui a provoqué une baisse des cours de pétrole hier. Et enfin, au niveau de l'Arabie Saoudite, on a une majorité de sénateurs de sénateurs américains, qui a approuvé mercredi une résolution préconisant que les États-Unis cessent de soutenir la coalition conduite par l'Arabie Saoudite au Yémen. Donc, ça pourrait tendre un petit peu les relations entre les deux pays, Arabie Saoudite et États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a un contrat militaire de 100 milliards de dollars, il me semble, voire plus, 100 milliards de dollars d'armement entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, les États-Unis qui ont signé un contrat sur plusieurs années avec l'Arabie Saoudite pour leur vendre de l'armement. Donc ça pourrait peut-être remettre en cause, ça pourrait peut-être compromettre ce contrat si les États-Unis venaient à s'opposer aux décisions diplomatiques de l'Arabie Saoudite. Au niveau de la séance américaine et asiatique, alors les indices ont continué à rebondir hier. Voilà, on avait une petite pause la veille, mais hier on a eu un regain d'optimisme. On voit les techs ont encore surperformé, portés par, comme vous savez, l'apaisement des tensions commerciales. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, on le voit, influencent le plus les valeurs technologiques. Et depuis le début du conflit. Voilà. Donc les techs
ont surperformé hier. Le Dexiac a reculé, ce qui est normal puisqu'on a eu Theresa May qui a remporté le vote de défiance et on a le gouvernement italien qui a publié, a émis à Bruxelles un budget plus raisonnable entre guillemets et c'est donc deux informations particulièrement positives qui viennent rassurer un petit peu les investisseurs en Europe. Et donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu du dollar, il a acheté de l'euro et surtout de la livre sterling. Ce matin, nous avons le T-Note qui prend 3 points de base. Il est à 2,91%. Donc, on a une courbe des taux qui commence à se repentifier un petit peu. Alors attention, c'est normal que ça se repentifie. C'est pas, on n'a pas un aplatissement de chaque jour. Donc c'est comme tout marché. Il y a des impulsions, des retrates, des corrections, des impulsions, des corrections, mais finalement ça fait une tendance. Donc voilà, on a une courbe des taux qui se repentifie très légèrement, mais on reste quand même à 15 points de base. Et j'ai fait une étude hier statistiques sur la probabilité d'une récession américaine en fonction de la courbe des taux. Et bien écoutez, je vais faire une petite parenthèse, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, voilà, je l'ai tweeté. Elle est ici. Donc voilà, probabilité d'une récession américaine selon la courbe des taux. Donc c'est l'écart entre le 10 ans et le 2 ans américain. Donc j'avais les chiffres jusqu'à juin 1976. Je vais tenter d'avoir beaucoup plus d'historique pour voilà approfondir un petit peu cette comment dire, cette étude finalement. Et donc là, vous voyez, on est entre 20 et 11 points de base. Et donc la probabilité d'une récession d'ici 6 mois, c'est 29%. D'ici un an, c'est 42%. D'ici 2 ans, c'est quand même 75%. Voilà, donc on est quand même un risque de récession assez important aux États-Unis pour le moment. Voilà, donc le yen est en baisse ce matin, on a les marchés actions qui sont en hausse, le Shanghai Composite qui prend plus de 1%. Voilà, c'est risk-on ce matin, les marchés actions européens qui sont attendus dans le vert. On a par ailleurs nos objectifs sur le CAC, le DAX qui ont été atteints. Donc ça fait plaisir, hein. Vous savez, avec notre signal du VIX qu'on a eu lundi à la clôture, mardi on a pu j'ai pu émettre mes convictions haussières et voilà, ça a été plutôt bon cette fois-ci. Donc voilà, félicitations à ceux qui ont suivi ces idées. Au niveau du calendrier économique, donc je vais le faire voir, mais l'attention, on aura la BNS dans une petite vingtaine de minutes. Vous voyez ici 20 minutes, 25 secondes. Bon, la décision, la politique monétaire devrait rester totalement inchangée. Peut-être que voilà, au niveau des prévisions, les prévisions économiques vont changer, vont être revues, mais voilà, concrètement, il n'y aura pas de changement dans la politique monétaire. Donc, à part la BNS, on aura la BCE 13h45, le discours à 14h30. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans le calendrier, mais à 14h30, il y a le discours de Draghi. À 14h15, je commencerai le webinaire spécial BCE, un quart d'heure avant pour faire un petit peu un briefing, un débriefing du communiqué de la BCE qui aura été publié à 13h45 et aussi pour faire un briefing de ce qu'on va surveiller au discours de Mario Draghi. Donc voilà, 14h15, si vous êtes disponible, ce que je vous invite, c'est de me rejoindre, voilà. Et ensuite, nous aurons quelques statistiques néo-zélandaises, quelques statistiques australiennes en fin de journée. Donc, pour s'inscrire au webinaire spécial BCE, je vous envoie le lien. Voilà, webinaire spécial BCE, 14h15. Voilà, je vous attends nombreux. Alors, petite parenthèse, j'ai le plaisir donc de vous annoncer, alors ça va venir progressivement, mais un article qui arrive relativement tôt, qui va être le but, c'est qu'il soit publié dans les meilleurs délais 8h30, dans les pires délais, on va dire 9h, un article vraiment briefing. En fait, que j'envoie déjà en interne et à quelques personnes externes par email. Voilà, c'est un briefing de l'actualité et voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire un article. Donc il n'y a pas d'analyse dedans, il n'y a pas d'analyse, c'est juste vraiment un briefing. C'est un peu ce que je vous dis à l'oral en début de chaque webinaire, mais sous format écrit. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. Donc vous voyez, là je parle de ce qui s'est passé hier à Wall Street, pourquoi on a rebondi. Je vous parle de la livre sterling, puisque hier la livre sterling ça a été assez volatile. Si c'était le dollar néo-zélandais, j'aurais parlé du dollar néo-zélandais. J'ai quand même parlé de l'euro avec le gouvernement italien, les cours de pétrole, ce qui s'est passé en Asie. Alors je fais pas un point action, mais voilà, j'essaie de rester vraiment bref, rapide, et voilà. Et ensuite calendrier économique. Et ensuite, vous avez quelques articles que je recommande de lire. Voilà.
Voilà, donc ça sera l'idée, c'est de le publier entre 8h30 et 9h heure française tous les matins. Donc voilà, si je suis en retard, bien évidemment, je publierai après le webinaire, après ce webinaire, donc plutôt, vous voyez, vers 10h. Mais voilà, l'idée, c'est que je publie entre 8h30 et 9h tous les matins. Voilà. Et donc pour lire cette liste d'articles, vous allez simplement aller dans Actualité des marchés, vous voyez. Donc vous allez sur le site DailyFX, la homepage, Actualité des marchés, Briefing des marchés. Et là, vous avez, bon, avant c'était sous un autre nom. Vous voyez, je mettais résumé de l'actualité, etc., etc. Mais maintenant, c'est plus que de l'actualité, c'est vraiment aussi il y a une certaine interprétation, puisque avant je mettais comme je vous faisais voir dans mes comme je vous fais voir même dans mon webinaire, vous savez, chaque matin le briefing d'actualité où c'est très factuel. Là quand même je donne pas un point de vue, mais j'associe une réaction du marché avec des informations. Donc il y a quand même une certaine interprétation, c'est pour ça que c'est plus que de l'actualité, c'est également de l'interprétation. Donc c'est pour ça que j'ai changé le nom, la façon d'écrire. Je mets pas seulement je ne mets plus résumé de l'actualité, mais je mets plutôt voilà, un titre qui va changer tout le temps. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. On regarde sur le forex, on a le dollar, le yen qui sous-performe. On a plutôt de, vous voyez, l'appétit pour le risque. L'AUD, le NZD en hausse. Donc là, ça montre bien que l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin sont clairement, est clairement salué par les investisseurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une hausse des marchés actions. Ce matin, on a un nouveau relais pour la hausse des marchés actions. Déjà, on a la baisse du spread BTP Bund, moins 7 points de base, ce qui est quand même pas mal. Celui entre le français et l'Allemagne, vous voyez qu'il y a 45, donc il a baissé depuis le pic qui a été atteint mardi. Et on a donc finalement Theresa May qui a gagné le vote de défiance, enfin qui a fait échouer le vote de défiance plutôt contre elle. Et voilà, c'est des informations plutôt positives pour les marchés, comment dire, pour les marchés actions. Et c'est pour cette raison que vous voyez eh bien, nous avons les indices qui sont dans le vert. Donc le CAC 40 4009, ça y est, ça atteint. Le CAC 40 qui a dépassé cet objectif. Donc je ne pensais vraiment pas qu'on allait atteindre cet objectif aussi rapidement. C'était un objectif pour la semaine, mais voilà, ça a été atteint, vous voyez, en 2 jours à peine. Donc voilà, pour ceux qui sont encore à l'achat, écoutez, pourquoi pas prendre une partie des bénéfices à 4009 hein, au prix actuel et laisser courir le reste de votre position. Le mieux, une fois que vous avez atteint votre TP1, votre premier objectif, c'est de remonter votre stop à votre point d'entrée, ce qu'on appelle le break-even. Comme ça, vous n'êtes plus en risque. Votre position, soit vous perdez 0, soit vous gagnez. Donc, vous voyez, ça permet éliminer tout risque de perte. Donc, dès que votre TP1 est atteint d'un point de vue gestion de risque, hein, je parle bien, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, mais d'un point de vue gestion de risque, vous pouvez prendre une partie des bénéfices, remonter votre stop à votre point d'entrée et ensuite laisser courir le reste de la position à votre objectif maximal, enfin l'objectif 100%. Là, le prochain objectif, moi personnellement, que je surveillerai, la prochaine résistance majeure, c'est les 5000 points. Voilà, 5000 points, ça me semble être le prochain objectif que le CAC 40 pourrait atteindre. Voilà. Au niveau du DAX, le DAX, il n'a pas encore atteint son objectif à 11 050, pardon. Donc voilà, c'est l'objectif du DAX, vous savez, depuis le début de la semaine. 11 050 points. Au niveau du S&P, vous voyez, on a une hausse qui se poursuit. Voilà, c'est un peu plus timide comme hausse, mais voilà, c'est haussier. Premier objectif 2709, deuxième les 2800 points. Au niveau du Nasdaq, la hausse est quand même un petit peu plus importante. L'objectif, c'est toujours les 6009, je vous rappelle. Et sur le Dow Jones, l'objectif, c'est les 26 000 points. Voilà, donc c'est toujours, ces hausses sont toujours d'actualité. Techniquement, c'est haussier. Fondamentalement, c'est encore boule. C'est encore boule en l'absence de nouvelles menaces, que ce soit tarifaires ou en Europe avec voilà sur le Brexit ou peu importe sur le budget italien, etc., etc. Voilà, donc haussier sur les marchés actions, même encore aujourd'hui. Bonjour, sur le cas qu'on peut parler d'objectifs, sur quelle plage de temps maximum? Alors, il n'y a pas forcément de plage de temps, hein. Vous pouvez être sur de l'intraday, vous pouvez être sur du swing trading, vous pouvez être sur du moyen long terme. Donc voilà, ça dépend aussi de votre stratégie. Le signal qu'on avait eu mardi grâce à la clôture du VIX lundi soir, c'est des objectifs de swing trading moyen terme. Voilà. Donc ça peut être valide pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines.
Maintenant, il y en a qui traitent le CAC, qui peuvent maintenir une position pendant, je ne sais pas, 6 mois, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Est-on à la recherche d'achat sur pullback? Alors, si vous le souhaitez, vous, oui, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai donné le signal du VIX mardi matin. C'est vraiment une stratégie ma stratégie qui est quand même assez que j'aime beaucoup, et je pense que vous avez pu remarquer qu'elle a été assez fiable ces 2 derniers mois. On a eu quand même pas mal de signaux du VIX. Je vous rappelle qu'on en avait eu également un à ce moment-là, il me semble. Vous voyez, on en avait eu un à ce moment-là. Donc, elle était quand même assez fiable. Alors, c'était pas le début d'un bull market, mais c'était le début d'un rebond. Vous voyez, donc, faut pas se perdre à exploiter trop de stratégies. Moi, la stratégie du VIX, c'est une stratégie que j'utilise, que voilà, j'apprécie énormément. Et donc oui, si vous pouvez trouver un point d'entrée en pullback, pourquoi pas. Maintenant, moi, je n'ai pas de stratégie aussi précise que ma stratégie du VIX qui va vous permettre de trouver des points d'entrée de pullback. D'accord? Donc encore une fois, si cette stratégie du VIX vous intéresse, vous n'avez pas pu en prendre connaissance, elle est disponible sous différents formats. Sous format d'article sur DailyFix, donc pour ça vous allez dans formation, et ensuite vous lisez stratégie trading pour trader le S&P 500 avec le VIX. Sinon, vous avez la stratégie au format vidéo, donc le lien de la vidéo que je vais vous envoyer également, ici. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur cette stratégie, le mieux, c'est que vous posez en question sur la vidéo YouTube. Déjà parce que ces questions seront tracées, et donc si une personne lit votre question et que j'ai déjà répondu, ça me fait gagner du temps, ça fait gagner également du temps à la deuxième personne, et en plus, plus vous allez commenter cette vidéo, et plus ça va remonter dans les recherches YouTube. Donc c'est également bénéfique pour le nombre de vues, et donc voilà. Vous avez oublié mon petit mail formule du webinaire. Ah oui, excusez-moi, j'ai totalement oublié. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler? Alors, je vais re-regarder, excusez-moi. Je vais regarder donc l'historique de hier. Voilà, je vais tâcher de ne pas oublier. Quand vous dites 5000 sur le CAC, alors, attendre une semaine maximum. Alors, honnêtement, je suis pas vraiment d'avis à... je ne suis pas vraiment un grand fan d'un objectif temporel. Voilà. Dire 5000 dans une semaine, ça me semble un petit peu, ça me semble très compliqué. Ça me semble très compliqué. Déjà, faut pas se voiler la face. Anticiper, prédire avec quand même un taux de réussite important le marché, c'est déjà une bonne chose. Si en plus on doit prédire à quel moment l'objectif va être atteint, c'est mission impossible. C'est clairement impossible. Donc voilà, moi je ne suis pas, je vais pas vous dire que les 5000 points vont être atteints vendredi à 14h32 après, je ne sais pas, une statistique. Pour moi, c'est haussier, l'analyse technique elle est haussière, et tant que l'analyse technique sera haussière, je ne reviendrai pas sur ma stratégie. Voilà, seuil d'invalidation, encore une fois, sur les indices, que ce soit en Europe ou que ce soit, aux US, c'est récents supports. Les récents supports, donc 25 000 sur le dos, sur le CAC 40, c'est le support à 4 733 points, donc là il semble assez loin, mais voilà, concrètement les 5 000, on a dépassé 4 009 avec, vous voyez, un puissant chandelier haussier, on a encore une marge de progression jusqu'à 5 000 points. 5 000, faudra prendre de nouveaux bénéfices, remonter le stop, et ensuite, voilà. En tout cas, il y a toujours des phases de correction. Ça, faut s'en souvenir, qu'on soit dans une phase haussière ou dans une phase baissière, et encore plus dans une tendance haussière, on a des corrections. Donc là, on a une impulsion, il faut s'attendre à une correction. Pas forcément aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, mais pas forcément, ou peut-être demain, ou peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que les 5000 points vont être atteints. Un sentiment, c'est qu'il sera atteint la semaine prochaine, pas cette semaine, mais ça, ce n'est qu'un sentiment. Vous voyez,
j'ai pas de signaux, j'ai aucun argument pour vous dire que ça va être atteint la semaine prochaine. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment que je vous dis là. Donc je ne sais pas si ça vous est très utile que je vous partage mon sentiment. Vous voyez. Je préfère vous partager ma vision avec des signaux techniques qui sont vraiment voilà factuels, euh, visibles, plutôt que ce que je ressens. Voilà, au niveau du forex, donc on a le dollar qui est clairement mis à mal par ce regain un petit peu d'optimisme sur l'Europe avec le budget italien et voilà le regain de confiance envers Theresa May. L'AUD, le GBP, le NZD, l'euro, voilà, ça surperforme, alors que le dollar US il est toujours un petit peu, voilà, il redevient sous pression. Si on regarde d'ailleurs l'US, alors il y a un indice USD que j'avais totalement oublié depuis un certain temps. C'est US Trade Weighted. Alors en fait, c'est un indice dollar qui est pondéré selon les échanges commerciaux des États-Unis. Donc ça me semble assez bien. Et voilà, je cherche. Euh, alors donc vous voyez, c'est le Trade Weighted US Dollar Index. Peut-être qu'on peut le trouver quelque part. Voilà, c'est celui-ci à mon avis. Voilà. Donc je vais l'ajouter à la liste des symboles favoris. Je vous invite à faire de même. Par contre, voilà, c'est une ligne. Hein. A priori, nous n'avons pas les chandeliers. Hein. Puisque c'est en fait c'est une donnée par jour. Vous voyez, c'est un point. C'est vraiment un indicateur. Hein. C'est pas un indice qui est tradable. Donc voilà. Mais bon, on peut quand même faire d'analyse technique sur les prix de clôture. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas des chandeliers qu'on ne peut pas faire de prix de clôture. Hein. Qu'on ne peut pas faire d'analyse, pardon. Avant, il y a très très longtemps, on faisait l'analyse sur les lignes. Hein. Donc voilà, on va tâcher de faire une analyse technique. Il faut mieux sur les prix de clôture que rien du tout. Voilà, donc on est toujours dans les tendances haussières, hein, illustrées par ces obliques. On peut peut-être mettre un RSI. Un RSI, donc là on voit qu'on a une divergence quand même. Voilà, on la voit assez bien. En weekly, pareil. Regardez ici, droite de tendance, sommet, qui sont bien de plus en plus bas, alors que dans le même temps, les sommets ici et le sommet ici sont de plus en plus hauts. Vous voyez. Donc comme ce fut également le cas en juin, et on a eu une baisse. Mais vous voyez que la baisse n'a pas été majeure. Mais on a quand même eu une baisse. Le signal vraiment majeur de moyen terme sur le dollar, sur cet index, ça sera si l'index passe en dessous de cette oblique. S'il passe en dessous de cette oblique haussière, voilà, si on passe en dessous de cette oblique, c'est signal baissier de moyen terme. Bon, on va revenir sur notre indice DXY, ce sera beaucoup mieux quand même. On a quand même les chandeliers. Donc dans le DXY, on est toujours dans un triangle. Vous voyez. Donc là, la perspective, c'est qu'on revienne en bas de ce triangle. Donc on a encore une perspective baissière sur le dollar et donc haussière sur les devises majeures, donc surtout l'euro. Parce que vous savez que le DXY, c'est 56% d'euros. Donc si le DXY est en baisse, c'est-à-dire que l'euro est en hausse. Et donc l'euro, pareil, qui est dans un triangle symétrique. Vous voyez. Moi, je mets vraiment les traits épais pour bien qu'on le voit. Mais vous voyez, dans un triangle symétrique, l'idée, c'est qu'on vienne attendre le breakout pour les swing traders moyen terme. Pour les intradés, voilà, faut être conscient de ces obliques. Là, l'objectif, c'est la perspective est plutôt haussière. Hein. On a vraiment un regain d'optimisme, donc j'irai plutôt, anticiper une hausse de l'euro et même des devises majeures aujourd'hui. Maintenant, faire attention parce qu'on a BCE et Draghi en début d'après-midi, donc faut en être quand même conscient. Mais voilà, l'euro, la perspective technique, en tout cas, est haussière jusqu'au au sommet de lundi finalement. Vous voyez, c'était aux alentours des 1,1430. Donc là, on a 40 pips de hausse. Après 40 pips, ça va être un peu plus compliqué. On risque d'avoir des vendeurs qui vont manifester, mais voilà, on n'est pas à l'abri. On peut avoir également un breakout.
Mais à moyen terme, ce que j'attends vraiment pour du moyen terme, pardon, pour vraiment voilà, envisager un renversement de tendance, parce que pour moi on est toujours dans une tendance baissière, comme on peut le constater, eh bien c'est vraiment une sortie par le haut de ce triangle. Et ensuite, si on passe au-dessus d'un 15, ça serait l'idéal. Et là, pour le moment, on voit, regardez que ce soit le prix ou le RSI, et bien souvent dans des triangles, enfin alors, le prix dans un triangle symétrique, le momentum illustré par le RSI dans un triangle ascendant. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la pression acheteuse est de plus en plus importante. Donc voilà, on attend le breakout du RSI, de la résistance qui est à 53,58, et du prix, une sortie par le haut, pour éventuellement passer à l'achat sur du moyen long terme. Le GBP, alors ça rebondit, regain d'optimisme, donc il y a des chances que le GBP revienne vers ses niveaux de fin novembre, c'est-à-dire vers les 1,28. Maintenant voilà, Theresa May a remporté le vote de défiance, enfin a fait échouer le vote de défiance lancé par certains conservateurs, mais elle n'a toujours pas validé le texte au Parlement. Là, elle repart à Bruxelles pour tenter de renégocier l'accord. Ensuite, ça devra aller au Parlement britannique et ça devrait être ratifié par le Parlement britannique. Chose qui, voilà, est peu, et va être encore très très compliquée. C'est pas parce qu'elle a reçu 2/3 des de soutien des conservateurs que ce texte va être approuvé. Pour rappel, seulement avec les conservateurs, Theresa May n'a pas de majorité au Parlement. D'accord? Donc imaginez, les conservateurs, il y a quand même plus d'un tiers qui ont voté contre Theresa May au vote de défiance hier soir. Donc ça veut dire que voilà, si on a le parti d'opposition, les travaillistes qui sont contre le projet, les dupes, vous savez, le parti nord-irlandais, s'ils sont contre, et ils l'ont dit qu'ils étaient contre, et qu'en plus de cela, on a ces un tiers de députés conservateurs, eh bien qu'on estime qu'ils vont être contre Theresa May puisqu'ils ont voté contre, voilà, qu'ils ont voté pour la motion de défiance, eh bien le calcul est rapidement fait. Le texte ne sera pas du tout approuvé. Puisque simplement avec les conservateurs et les dupes, donc cette alliance qui a été faite je rappelle, en juin 2017, Theresa May n'a que 50,26% de voix au Parlement. 50,26 avec tous les conservateurs et tous les députés du parti nord-irlandais. 50,26. Il me semble qu'il suffit que seulement il y ait 8 frondeurs parmi cette alliance pour qu'elle ait une minorité au Parlement. Donc voilà. Avec le texte actuel, il y a encore très peu de chances que ce texte soit approuvé par le Parlement britannique. À part si, soudainement, on a le parti d'opposition, les travaillistes. Vraiment, c'est le travailliste qui peut changer le Labour. C'est eux qui peuvent changer un petit peu la donne. À part si on a les travaillistes qui soutiennent dorénavant Theresa May. Si tel est le cas, alors le texte passera. Puisqu'on aurait 2/3 des... on peut considérer qu'on aurait 2/3 des conservateurs qui voteraient pour le texte de Theresa May, plus les travaillistes. Et dans ce cas-là, ça passerait. Mais si les travaillistes s'opposent et qu'on a actuellement les Nord-Irlandais et un tiers des conservateurs qui s'opposent au texte, eh bien, il n'y a pas de question qui a à se poser. Le texte sera refusé. Voilà. Donc GBP, prudence. Là, on a un regain d'optimisme. Est-ce que c'est le début d'un bull market? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas, ou en tout cas je pense que c'est un petit peu, voilà, c'est trop spéculatif comme trade de passer à l'achat maintenant. Après, si vous avez vos signaux, si vous êtes serein, voilà, allez-y. Mais moi personnellement, comme vous savez, ça fait plusieurs semaines que j'évite le GBP de donner mon opinion parce que voilà, tout peut se renverser d'un moment à un autre. Alors l'USD Yen, on revient proche de cette oblique. Tant qu'on est sous cette oblique, là, la correction, le renversement de tendance est toujours plausible. Voilà, est toujours plausible. Donc voilà, seuil d'invalidation, c'est vraiment si on passe au-dessus de cette oblique baissière. L'USD CAD, alors l'USD CAD, prudence parce qu'on est revenu à une résistance qui correspond au plus haut de l'année. En 4 heures, regardez, 4 heures, on a quand même, alors on n'a pas de divergence, non, on n'en a pas. C'est en journalier qu'on en a une. Quand journalier, vous voyez, on a des sommets de plus en plus bas. Le signal déclencheur qui permettrait de passer short vraiment avec une certaine confirmation du prix du momentum, c'est si le prix passe en dessous de la bande inférieure de Kettner, d'accord, et si le RSI passe en dessous de 50. Un peu comme ce qu'on avait eu ici, regardez. Là, on avait eu un bull market, on est d'accord.
Et là, on a eu le prix en dessous de la bande inférieure de Keltner, le RSI au-dessus de 50, donc bon, il fallait attendre un petit peu, mais quelques jours après, le 6 juillet, vous voyez, eh bien on avait le prix en dessous de la bande inférieure de Keltner et le RSI sous 50. Et là, du coup, on avait prix et momentum qui confirmaient la baisse. Et voilà, c'était donc possible de passer à la vente à ce moment-là. Ou même si on attendait simplement le renversement avec la bande de Keltner, c'était également possible, vous voyez. Mais voilà. En tout cas, on veut l'un des deux. Soit le RSI passe sous 50, ou soit on a le prix qui clôture sous la bande inférieure de Keltner. Mais on veut un des deux. L'AUD, alors l'AUD toujours perspective haussière, voilà, l'AUD USD direction 0,75, je reste positif, l'AUD qui est soutenu par l'apaisement des tensions commerciales, de la hausse du cours de l'or et plus particulièrement des métaux. Et 3, la baisse du DXY. Le NZD, alors hausse qui ne se fait plus depuis quelques séances, voilà, on a une divergence, on a une respiration un petit peu de momentum, le NZD qui a vraiment surperformé ces dernières semaines, donc voilà, on a une phase de respiration, ce qui est souvent voilà, normal. La UDNZD rebondit, mais on n'a toujours pas de signal haussier, donc on va rester à l'écart de la UDNZD, même si voilà, ça peut être tentant, puisqu'on a une divergence, il me semble, en 4 heures, voilà. On a une belle divergence 4 heures, on a le RSI qui passe au-dessus de 50, donc c'est assez tentant de passer à l'achat. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez passer à l'achat maintenant, pourquoi pas. Il y a quand même des signaux assez intéressants. Maintenant, journalier, on n'a pas de confirmation, on n'a pas de, voilà, de confirmation. Donc voilà. Et enfin, l'USD CHF. Alors, petit rebond, mais l'objectif, c'est toujours qu'on a cherché les 0,97. Donc, vous voyez, là, c'est assez propre. Hein. Épaule tête épaule, breakout, le pullback. On peut aller chercher les 0,97. Seuil d'invalidation, c'est si on clôture au-dessus de la bande, au-dessus de la ligne de coup que je vais mettre, voilà, que je vais différencier, que je vais mettre en rouge. Voilà, ligne de coup en rouge. Ligne de coup de l'épaule tête épaule. Regardez, épaule tête épaule. Voilà, on vient chercher objectif 0,97. Donc là, si je devais donner un petit peu des pistes hein, de trade, alors l'euro-dollar, attendons, puisqu'on est toujours dans des triangles. Donc il y a l'AUD-USD, hein, l'AUD-USD. Le CAD, il n'y a encore rien à faire puisque le pétrole, regardez, pétrole toujours dans ses phases de range. Aussi longtemps que ces pétroles sont en range, le CAD, je resterai à l'écart puisque c'est incertain. Le CAD prendra la même direction que le pétrole. Si le pétrole sort par le bas de ce range, le CAD continuera à chuter. Si le pétrole sort par le haut de ce range, le CAD rebondira. Donc ça va être qui tout double pour le CAD. Pour le CAD. Le mieux, c'est qu'on attende le signal du pétrole. Si on a un breakout à la hausse, on s'intéressera aux positions acheteuses sur le CAD. Si on a un breakout à la baisse, on s'intéressera aux positions vendeuses du CAD. Pour le moment, c'est neutre. À la rigueur, le CAD, ça peut être une devise à shorter face à une devise extrêmement forte sur du court terme. Parce qu'on peut shorter une devise, vous voyez, neutre face à une devise qui est forte. Alors excusez-moi, j'avais besoin de boire. Donc voilà, donc le CAD, le yen. Alors regardons un petit peu le yen, ce qu'il fait. Alors le yen, c'est assez normal qu'il ne rebondit pas ces dernières séances, étant donné qu'on a quand même de l'appétit pour le risque, on a notre signal du VIX. C'est que souvent lorsqu'on a une hausse du yen, c'est qu'on a une baisse des marchés actions et vice versa. Quand on a un rebond majeur des marchés actions, d'ailleurs, attendez, peut-être que ce qu'on pourrait regarder, ce qui serait intéressant, c'est que si la stratégie du VIX, vous savez, des signaux du VIX, puisque ça donne un signal d'achat sur les marchés actions, ça peut peut-être être un signal baissier pour le yen. Ça peut être quelque chose à creuser, à regarder. Voilà. Faudra, je vais faire mon étude là-dessus. Mais donc du coup, regardez le signal du yen, enfin du VIX qui a été donné donc le lundi, le lundi 10 décembre à la clôture. Vous voyez qu'on était proche du point haut du yen. Et là, depuis, on est en baisse. Donc, c'est rien de surprenant puisqu'on a un regain d'optimisme sur les marchés actions depuis voilà, lundi, mardi, depuis le début de semaine, ce qui fait du coup pression sur le yen. Mais encore une fois, tant que le yen est dans ce range et qu'il évoluera en bas de ce range, je resterai avec une perspective plutôt bullish. Voilà. Voilà donc pour le yen.
Donc le CAD, on voit, ça consolide. L'USD, pareil. Le franc, on est en hausse. Le GBP, bon, ça rebondit. L'euro, ça consolide globalement, vous voyez. L'AUD, c'est en hausse, ça rebondit. Le NZD, ça consolide, mais on était en hausse. Donc voilà, finalement à très court terme, si on est à l'achat sur les marchés actions, pourquoi pas vendre le yen sur du très court terme. Maintenant, voilà, ça revient à se concentrer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vend le yen et qu'on achète le S&P qu'on est diversifié. Au final, ça revient à miser, à spéculer sur de l'appétit pour le risque. D'accord. Donc voilà. Si vous n'êtes pas sur le S&P ou que vous l'êtes, mais vous êtes convaincu qu'il va avoir de l'appétit pour le risque, beaucoup plus d'appétit pour le risque, dans ce cas-là, vous pouvez combiner votre stratégie acheteuse sur les marchés actions et en même temps vendre du yen. Ça, c'est typiquement un trade d'appétit pour le risque. C'est typiquement un trade d'appétit pour le risque. Et donc le yen, face à une devise qui est assez forte, je dirais que l'euro a du potentiel, l'AUD a du potentiel également. Parce que l'AUD, c'est également une devise risk on. C'est une devise qui dépend essentiellement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, AUD yen, pourquoi pas chercher à la vendre, à l'acheter cette paire, pardon, à l'acheter tout comme l'AUD USD finalement, voilà, tout comme l'AUD USD. Donc là, l'AUD yen, objectif 84. Je pense que voilà, c'est clairement possible dans ce contexte où on a un apaisement des tensions. Si demain on a Donald Trump ou la Chine, voilà, on a des nouvelles tensions, l'AUD yen repartira en baisse. Sinon, on a également l'or. Alors l'or qui est aussi, alors pas parce qu'on a de l'aversion pour risque, mais parce qu'on a voilà un dollar qui quand même a du mal à reprendre sa hausse et qui même émet des signaux baissiers de plus en plus importants, et donc ça fait mécaniquement remonter le cours de l'or. Donc le cours de l'or, là en intraday, il n'y a pas grand chose à faire, mais je dirais que s'il revient en bas de ce canal, faudra chercher à se positionner à l'achat. En 4 heures, vous voyez que ça consolide, donc rien vraiment, il n'y a rien à faire, je pense, sur l'or actuellement, à très court terme en intraday. Alors, sinon, j'ai remarqué un truc sur les indices, c'est en fonction de la volatilité sur les futurs à l'ouverture européenne. Si on a une grosse volatilité comme aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une journée très mouvementée. Qu'en pensez-vous? Alors oui, tout à fait. Hein. Les futurs, de toute façon, avant l'ouverture, ça va donner vraiment un ton sur la volatilité de la séance qui est sur le point d'ouvrir. Euro-USD, vous en pensez quoi? Alors le problème c'est que l'euro, bon pour le moment n'est pas vraiment dans une tendance haussière, même s'il profite à très court terme de la baisse du dollar. L'AUD par contre est dans une tendance haussière, donc voilà, l'euro AUD, si je devais me positionner, si je devais, ce serait une paire que je shorterais, parce que je pense que l'AUD a beaucoup plus marge de progression que l'euro. Mais si vous souhaitez acheter, honnêtement, la devise qui me semble la plus fragile, qui a le plus de potentiel de baisse, c'est le dollar. C'est le dollar. Le dollar a été énormément alimenté ces derniers mois par la guerre commerciale États-Unis-Chine, 2, les incertitudes sur le budget italien et depuis peu la courbe des taux américaine. Or, là on a un apaisement de la guerre des tensions commerciales. En plus, on a un budget italien, voilà, on a quand même le gouvernement italien qui a fait vraiment un bon pas en avant en proposant un budget vraiment bien plus faible que sa première et deuxième proposition. Et donc ces facteurs-là, eh bien, sont positifs pour les marchés, sont négatifs pour le dollar. Pardon. Et la courbe des taux, excusez-moi, c'est pas un facteur de soutien. L'aplatissement de la courbe des taux, c'est un facteur pareil de baisse pour le dollar. La courbe des taux, l'aplatissement de la courbe des taux, c'est un facteur de baisse. Donc on a pour le moment les trois facteurs qui font pression sur le dollar. Donc le dollar, pour moi, ça me semble être la devise qui a le plus de potentiel de baisse. Maintenant, je n'ai pas encore les signaux suffisants. Ce que j'attends réellement, c'est que le DXY sorte par le bas de son triangle. Et si tel est le cas, alors ça sera le moment clairement de shorter le dollar. Et donc du coup, on pourra acheter l'euro-dollar, et même voilà, l'AUD-USD, c'est déjà possible, comme je vous l'ai dit depuis hier. L'AUD-USD, moi je suis voilà, j'ai une conviction haussière. En tout cas, l'analyse technique, elle est haussière jusqu'à 0,75. Mais l'euro AUD en soi, ça me semble pas une bonne paire.
voilà, à trader. Alors on va la regarder quand même, mais l'euro et l'AUD ont deux vraiment marges de progression assez importantes. Donc l'euro AUD, bon techniquement c'est, vous voyez, c'est baissier, hein. Enfin à court terme c'est baissier. On pourrait revenir au pivot hebdomadaire à très court terme. Mais voilà, si on s'intéresse plutôt d'un point de vue swing trading, j'éviterai de trader l'euro AUD. Je privilégierai l'achat sur l'AUD USD et j'attendrai pour acheter l'euro dollar. J'attendrai tout simplement la sortie du triangle. Voilà. Dès que ça sort du triangle, possible d'acheter l'euro dollar. C'est même possible en intraday pour aller chercher les 1,1430, c'est-à-dire le haut du triangle. Pourriez-vous faire un MIB italien? Alors oui, c'est vrai que je ne le fais jamais. Alors le MIB, je ne suis pas beaucoup, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Donc le MIB voilà, rebondit. Alors rebondit, mais on est dans un range, hein, regardez. Si je devais le tracer. Voilà, on est dans un range. Donc là, la perspective, c'est qu'on aille rechercher cette résistance, qui a quand même eu deux tests. Donc c'est voilà, c'est 19 750. 19 000, attendez. Alors c'est 16 000, pardon, 680. 16 000, ouais, 16 700, pardon. Excusez-moi, j'ai un problème pour lire. Pourtant, je ne suis pas, j'ai pas de problème de lecture. Donc 19 700. Voilà, 19 700. Pardon, c'est l'objectif à court terme sur le MIB. Voilà, RSI haussier, MACD haussière. Voilà, c'est positif pour le MIB. C'est positif pour le MIB. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je pense que vous avez eu mon opinion. En pétrole, on attend le breakout. L'or, c'est haussier, mais pour un moment, en intraday, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de signaux. Le DXY, on attend le sortie du triangle, tout comme l'euro-dollar. Finalement, les paires qui me semblent possibles de trader actuellement, c'est la UD-USD. La UD-USD où voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et les marchés actions où je suis optimiste encore, malgré le fait qu'on soit qu'on a déjà dépassé les 4000, les 4900 points. Voilà, je pense qu'on a une marge sur le CAC jusqu'à 5000. Voilà donc pour ce point de marché. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure pour le webinaire spécial BCE. Je vous renvoie le lien tout de suite. Webinaire spécial BCE. Tac. Voilà. Je vous l'envoie. Je vous invite à me rejoindre. Donc ça sera à 14h15. 14h15, webinaire spécial BCE. Je vous attends nombreux. Merci pour votre attention et votre présence comme d'habitude. Et je vous dis à tout à l'heure.